Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On est super contente d'être ici ce soir pour porter la voix des enfants. On a représenté ce qui est sorti, ce qui est ressorti de deux projets qu'on a menés avec des enfants de 7 à 12 ans. Donc, toutes les réflexions, les résultats, les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrivent dans un projet qu'on a appelé MAP pour mobilisation autour de la participation des enfants. Donc, vous allez voir notre petit logo un peu partout sur nos diapositives avec un enfant qui prend parole. On l'aime beaucoup, fait qu'on l'a mis partout. Sarah travaille avec moi depuis le tout début de ce projet-là comme coordonnatrice de recherche. Puis, je voulais aussi souligner l'engagement de Céline Perry, que j'ai vu le nom tantôt, et Mélissa David, qui sont deux assistantes de recherche super engagées puis qui ont contribué à la réalisation de ces projets-là, puis qui sont aussi des vectrices de l'approche participative avec les enfants dans leur quotidien. Je voulais commencer par une petite anecdote. En fait, j'expliquais ce matin à ma fille de 2 ans et demi que je ne serais pas là quand elle allait revenir de la garderie. J'expliquais que j'allais donner une conférence pour expliquer comment bien jouer avec les ados. Puis là, je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important que je devrais dire dans cette conférence-là? Puis elle m'a dit il ne faut pas taper les amis. Bon, fait que le message de Manu, 2 ans et demi, est passé, il ne faut pas taper les amis. On s'entend, c'est un message par et pour les enfants. Elle adressait ce message-là aux enfants et non aux adultes qui sont là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était parler en fait un peu des inégalités qu'on voit entre les enfants et les adultes. On va commencer par ça. Ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet en parlant de qu'est-ce qu'on entend par participation. Parce que c'est évidemment pas tout le monde qui a la même compréhension, la même vision de ce que c'est la participation. On va vous présenter les deux études. La première qui est sur la participation selon les enfants, puis la deuxième qui sont des recommandations qui ont été émises par les enfants pour faciliter leur participation. Puis c'est à ce moment-là qu'on va aussi vous présenter les outils qui ont été développés. On va finir avec quelques leçons qu'on a tirées de cette expérience-là. Donc, quand on écoute les enfants, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Puis, en tout cas, on aimerait ça ouvrir la discussion pour voir si, à votre tour, il y a des trucs que vous avez appris de ce qu'on va avoir présenté aujourd'hui. Donc, si on commence avec les inégalités enfants-adultes, quand on parle d'inégalités, il s'agit en fait d'attitudes qui peuvent nous sembler banales, mais qui témoignent d'un débalancement, dans le fond, d'une inégalité dans la manière dont on a de traiter les enfants. Il y a Fanny Vella qui illustre, entre autres, quelques situations qui montrent ces inégalités-là. Elle montre comment certaines situations, si on les applique avec des adultes, auraient l'air complètement ridicules, alors qu'on le fait de manière quotidienne assez aisément avec les enfants. Donc, je vous montre quelques-unes de ces illustrations. Donc, on a la première ici où on a une maman, on imagine, qui dit « Bon, alors tu sors maintenant, tu vas attraper froid. » Puis l'adulte, qui est à la place de l'enfant, qui dit « Mais j'étais si bien. » Ensuite, encore une fois, on peut imaginer un parent qui dit « Allez, arrête ton cinéma, relève-toi, c'est pas grave, t'as rien du tout. » Et l'adulte, en position de l'enfant, qui dit « Mais j'ai eu peur. » On a ici, encore une fois, un adulte qui dit « Tut, finis ton assiette, sinon tu ne sors pas de table, ma chérie. » Et là, l'autre personne qui dit « Mais j'ai plus faim, je ne veux pas savoir. » Alors, ces illustrations-là, ils montrent bien qu'on n'agirait jamais de cette manière-là avec des adultes, mais qu'avec des enfants, on n'a pas vraiment de problème à le faire. Ces illustrations sont en fait une critique de l'adultocentrisme ou de l'adultisme, qui peuvent être compris comme des synonymes. Il existe plusieurs définitions de ce que c'est, mais en voici une en français qui nous aide à mettre en contexte ces comportements inégaux entre les enfants et les adultes. Donc, l'adultisme est une attitude stéréotypée qui produit et maintient des rapports dichotomiques et hiérarchisés entre les jeunes et les adultes. Cette posture repose sur le présupposé voulant que les enfants soient privés de maturité et des compétences cognitives qui requièrent l'expression et la satisfaction de leurs besoins. Elle s'exprime par une attitude condescendante et paternaliste à l'endroit des jeunes, comme le fait de parler et de décider à leur place,
sans les consulter ou en faisant fi de leur point de vue. Donc, on parle ici d'attitudes, de réflexes, de comportements qui sont ancrés puis qui sont presque invisibles parce que ces rapports hiérarchiques-là entre les adultes et les enfants s'imposent de manière presque naturelle dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on s'attend presque à ce qu'un adulte parle, décide pour l'enfant parce que c'est quelque chose qui est considéré comme normal dans notre société. Même si on sait que la participation des enfants aux interventions amène des résultats positifs et que les enfants aimeraient pouvoir partager leur point de vue sur les décisions qui les concernent, il semble que les intervenants, intervenantes et les organisations de services ils peinent à adopter une approche participative avec les enfants. Donc, le point de vue des enfants demeure dans les faits plutôt invisible dans les organisations de services. D'ailleurs, le rapport préliminaire de la Commission sur les droits de l'enfant, de la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse, communément appelée la Commission Laurent, souligne que les pratiques en protection de la jeunesse sont insuffisamment centrées sur la participation, la mobilisation et la collaboration des jeunes et des parents. Donc, on se rend compte que cette tendance à maintenir l'enfant en position basse, en position inférieure, a des conséquences qui sont non négligeables, puis cette tendance-là mérite d'être remise en question. Donc, la non-considération de la voix des enfants, ce que ça peut amener, entre autres, certaines manifestations comportementales, comme l'opposition, la passivité, la résistance. Ça peut aussi amener une faible estime de soi, un sentiment de désespoir, différents problèmes émotionnels, du ressentiment et un sentiment d'impuissance. Maintenant, si on s'intéresse un peu au concept de participation, on va comprendre que tout ça émerge un peu de la Convention internationale des droits de l'enfant qui est partie en 1989, qui est venue affirmer explicitement le droit de l'enfant à participer aux décisions qui le concernent. Donc, cet article-là a stipulé clairement que les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en compte, et d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Donc, il pose ainsi deux principes, soit que l'enfant a le droit d'exprimer son point de vue et que l'opinion de l'enfant doit être considérée. Il y a aussi Laura Lundi qui a publié un article en 2007 qui est venu conceptualiser un peu cet article-là, donc l'article 12, à travers quatre grandes dimensions. Donc, premièrement, il y a la dimension de l'espace qui vient un peu faire référence à l'établissement d'espaces inclusifs dans lesquels tous les enfants ont la possibilité de donner leur opinion librement sans avoir peur du jugement ou sans avoir peur des représailles aussi, des réprimandes. Donc ça nécessite la création de lieux et de moments propices aussi à la prise de parole des enfants. En deuxième lieu, il y a la voix aussi, qui implique de soutenir l'expression des enfants, donc pour qu'ils puissent donner leur point de vue et tout ça. Donc, dans un premier temps, nécessairement, ils doivent avoir accès à cette information-là qui est super importante par rapport à leur situation pour qu'ils puissent mieux se positionner et comprendre ce dans quoi ça s'inscrit. Puis, on peut aussi imaginer différentes façons d'encourager cette prise de parole-là qui vient à travers les jeux, les dessins, l'écriture même ou la mise en scène. Donc, c'est tous des moyens un peu variés qu'on peut utiliser pour soutenir cette voie-là. En troisième lieu, il y a aussi l'audience, qui est la possibilité de l'enfant de s'exprimer, de prendre parole auprès de personnes qui sont engagées, qui sont à l'écoute, puis qui ont une influence aussi sur les prises de décision qui vont avoir lieu suite à cette prise de parole-là. Donc, c'est sûr que ça doit être des personnes importantes là, à quelque part qui vont pouvoir agir par la suite puis qui vont avoir un pouvoir aussi dans la mise en place des interventions. Puis finalement, il y a le dernier concept qui est l'influence, qui est l'idée de prendre au sérieux les paroles de l'enfant afin qu'il puisse avoir une influence sur les actions qui vont être prises par la suite. Donc, l'idée, c'est aussi que les enfants soient informés aussi de l'impact de leur prise de parole sur les décisions qui en découlent.
Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour les pratiques participatives avec les enfants, mais qu'en même temps, il semble encore difficile de mettre en pratique ces pratiques participatives-là dans les organisations de services, puis ça, surtout auprès des enfants de moins de 9 ans. Donc, ce constat-là nous a amené à se poser la question, comment favoriser et soutenir la participation de l'enfant? Puis c'est de là qu'a découlé notre la phase 1, je dirais, de cette étude-là, où est-ce qu'on s'est installé, on a fait un groupe de travail avec des enfants de 7 à 12 ans. Donc, on a créé 2 groupes de travail en présentiel, donc un avec les 7 à 9 ans et un avec les 10 à 12 ans. 3 rencontres de 2 heures, donc c'était du beau travail qui a été fait. Puis, on s'est certainement inspiré de l'approche participative pour créer le Canva. Puis, on a réfléchi autour de la question de recherche, donc comment on définit cette participation-là, comment on la soutient. Donc, à travers ça, on a eu des super beaux échanges, donc des discussions, c'est sûr, verbales, oui, mais on a aussi eu la chance d'utiliser des dessins, des jeux, des mises en situation avec les enfants. Puis, pour vous transporter un peu dans l'ambiance qu'on a créée, dans le fond, une des premières activités qu'on a faites avec eux, c'est écouter un extrait de documentaire qui s'appelle « Les vrais perdants » d'André Melançon, où est-ce que l'intervieweur, dans le fond, il interroge une jeune d'une dizaine d'années environ, puis qui lui demande, en fait, si les adultes écoutent les enfants. Donc, ça donne un ton super intéressant à la recherche que finalement on veut faire. Puis, de là, les enfants ont été appelés à réagir un peu à cet extrait-là. Puis, ça, c'est entre autres des petits exemples de ce qu'ils ont dit, là. Donc, ils rapportaient un exemple, ils faisaient le récit de « J'étais en train d'y parler à un moment donné, et là, après ça, elle répond à une autre personne pendant que j'y parle, et là, l'autre personne me coupe la parole, et là, elle écoute l'autre. » Donc, il fait référence justement à l'intervenant en question. Deuxième exemple, donc, si on n'écoute pas l'adulte, si on n'écoute pas l'enfant, bien, ça ne lui donne pas le choix à l'enfant non plus. L'adulte, ça ne donne pas le temps de répondre, puis l'enfant, admettons que ça ne lui tente pas, il est obligé de répondre, même si ça ne lui tentait pas quand on lui a donné le choix. Puis le troisième extrait, c'est comme, mettons, il propose quelque chose. L'enfant est comme en train de réfléchir, oui et non. Et là, le parent, il dit, il te reste 5 secondes pour répondre, puis si l'enfant, il ne répond pas, bien, c'est comme l'enfant est stressé, là, est-ce que je vais avoir le temps ou pas? Donc, c'était super intéressant de partir de ça. Puis, ces quelques exemples-là témoignent un peu des nombreuses expériences de non-participation qu'ont vécu les enfants qu'on a rencontrés. Puis, ça soulève aussi à quel point ça a été plus facile aussi pour eux de faire le récit des moments de non-participation par rapport aux moments de participation réelle. Donc, de là, à partir un peu de cette question-là aussi, finalement, comment les enfants participent? Les enfants ont réussi à identifier 8 façons qu'ils participent, qui ne sont pas priorisées une par rapport à l'autre, qui sont vraiment tous valides. Donc, il y avait la première, le langage verbal, donc c'est sûr à travers l'expression de leur opinion. Je vais boire un petit gorgée d'eau. Deuxièmement, il y avait les comportements et le langage non verbal. Donc, certains disaient que parfois, ils pouvaient même s'opposer aux consignes trop contraignantes pour exprimer leur désir de participer puis avoir de l'influence sur ce qui va se passer par la suite. Troisième, il y avait le moyen de communication créative. Donc, comme on parlait tantôt, d'avoir accès à des dessins, des jeux, des mises en situation. Donc, des choses qui sont autres que la parole aussi pouvaient être nécessaires pour s'exprimer. Écouter et comprendre, donc avoir accès à toute l'information nécessaire, puis simplement être dans une position d'écoute, pour certains, c'était suffisant. Puis, donc, c'était peut-être même davantage confortable alors qu'il y avait peut-être moins un grand lien avec l'intervenant qui était présent. Ensuite, il y avait demander l'aide d'un adulte. Donc, pour certains, c'est juste ce lien-là de demander de l'aide, c'était suffisant pour participer selon eux. Puis, c'était juste ça qu'ils souhaitaient finalement, d'avoir un petit soutien. Ensuite, raconter une expérience. Donc, faire le récit d'une expérience, que ça soit en lien ou pas avec l'objet de la rencontre, c'était aussi une forme de participation parce que ça leur permettait aussi de créer un lien de confiance avec l'adulte. Il y avait nommer ses besoins aussi, donc le fait de nommer ses préférences, ses souhaits. Par exemple, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre une pause.
Donc, ça, c'était une façon aussi de participer, puis faire des choix. Donc, d'avoir la possibilité de faire des choix qui leur conviennent et qui correspondent aussi à leurs préférences. Donc, ce n'est pas les mêmes choix pour tout le monde. Puis, bon, il y avait un des jeunes justement qui disait que ça l'aidait à se préparer puis à trouver la meilleure solution pour régler son problème. Ensuite, on a échangé sur pourquoi, dans le fond, vous trouvez que c'est important pour vous de participer. Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis on a constaté finalement que ça l'éveillait vraiment beaucoup de sentiments positifs pour eux. Puis même en faisant le récit, donc même si c'était une situation passée, on constatait qu'il était super enjoué, qu'il était content, puis il était vraiment plus dynamique aussi quand il partageait ces éléments-là. Ensuite, il y a aussi que ça impliquait une relation de confiance avec l'intervenant ou l'adulte. Donc, c'est comme deux processus qui s'alimentent. Hein? Donc, le fait d'avoir une relation de confiance avec l'intervenant, c'est sûr qu'on a plus le goût et la confiance aussi pour participer, vice-versa. Donc, il y en a un qui disait justement, si tu la connais mieux, alors tu sais qu'elle va respecter tes choix ou même tes besoins. Puis, des choses comme ça, elle va t'écouter. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, ça leur permettait d'avoir un impact sur le cours de leur vie. Donc, c'est sûr que ça leur permet de choisir aussi des interventions, choisir des solutions qui vont avoir une incidence positive sur leur vie, répondre à leurs besoins. Donc, quelqu'un disait, c'est nous qui l'a proposé et si on ne l'avait pas fait, ça ne se serait pas passé et la vie ne se serait pas continuée à la manière qu'on l'aurait voulu. Donc, ça vient bien illustrer ce concept-là. Puis finalement, il y avait l'idée que ça l'aide en fait, ça facilite la résolution des problèmes. Donc, en ayant accès aux informations, en participant à la définition du problème, en ciblant ensemble des stratégies, des solutions, ça devient super intéressant. Puis, l'enfant est pleinement impliqué. Donc, ce n'est pas l'adulte qui vient choisir des solutions pour l'enfant, mais c'est plutôt l'enfant qui résout tranquillement son problème qu'il rencontre. Donc, ça, c'était une autre raison pourquoi il voulait le faire. Puis, ils ont ciblé aussi des éléments qui facilitent la participation. Donc, le premier, c'est la bonne relation enfant-intervenant. Donc, c'est la qualité du lien qu'ils vont avoir ensemble. Puis de là a émergé l'idée de l'amour aussi dans cette relation-là, la place que ça prend. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir qu'ils concevaient que c'est une relation donnant-donnant. Puis que de là émanait aussi beaucoup de confiance aussi qu'ils voulaient partager avec l'intervenante. Puis, le partage du pouvoir nécessairement aussi. Donc, des fois, je peux choisir, des fois, c'est l'intervenant. Mais les deux, on se comprend, puis les deux, c'est basé sur les besoins de l'enfant. Puis, l'amour, c'était aussi à travers des marques d'affection, des mots aussi affectueux, donc des je t'aime, des câlins. C'était des choses qui nécessairement facilitaient leur participation. Donc, ça démontrait un intérêt clairement pour l'enfant. C'était ça qui était recherché. Deuxième élément, le temps partagé de qualité. Donc, les enfants ont réitéré à plusieurs reprises l'importance du temps, ce qui est quand même intéressant, considérant que c'est quelque chose qu'on manque souvent dans les milieux d'intervention. Puis, c'était donc de partager des moments de qualité, mais aussi en quantité suffisante, de créer une espèce de bulle aussi enfant intervenant où est-ce qu'on ne se fera pas déranger, on est vraiment 100% ensemble, un avec l'autre. Donc, le troisième, ça serait l'environnement sécurisant. Donc, l'enfant, il aime ça, se sentir chez soi dans le milieu où prend place l'intervention. Donc, soit en ayant un petit pouf, un petit divan disponible, donc autre que des grosses chaises, des fois de bureau qu'on voit classiques, d'avoir la possibilité de bouger, d'aller à l'extérieur, donc de vraiment partager un peu ces éléments-là, de prendre des pauses. Quatrièmement, il y avait l'idée de se rapprocher de la réalité de l'enfant. Les intervenants du centre de pédiatrie sociale qu'on a rencontrés, justement, ils disaient à quel point c'était important de concevoir la réalité selon la perception de l'enfant, donc de mettre un peu les lunettes de l'enfant, puis de comprendre le monde un peu comme ils le comprennent. Donc, c'est ça vient rechercher un peu la notion de croire l'enfant, de considérer la perception de l'enfant comme vraie, puis ça, même si elle diverge un peu de la perception de l'adulte.
Puis finalement, il y avait d'utiliser divers moyens d'expression. C'est ce qu'on mentionnait tantôt, donc d'avoir accès à des dessins, du théâtre, d'autres moyens que juste la prise de parole. Donc, quelques points importants à retenir de cette première phase-là, c'est qu'il existe différentes manières de participer. Donc, oui, il y a la prise de parole, mais ce n'est pas seulement celle-là. Il faut aussi aller voir au-delà de ça. Deuxièmement, il faut croire l'enfant, puis ça, même si sa perspective est différente de celle de l'adulte, ça nous permet au contraire d'élargir un peu notre angle, d'élargir un peu notre compréhension de ce qui se passe. Puis trois, que la non-participation, c'est une expérience qui est désagréable, mais connue de l'enfant, en fait. Donc, vraiment plus parfois que des moments de participation. Donc, on pouvait même voir que quand il relatait ces éléments-là, il y avait de la tristesse, du découragement, il y a des gens qui sont devenus les yeux pleins d'eau. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose à garder en tête. Puis c'est de là aussi qu'a émergé la deuxième partie. Donc, considérant que la participation demeure un défi pour les organisations de services, on a voulu mener cette deuxième partie d'étude-là pour cibler plus clairement des recommandations pour favoriser la participation des enfants. Oui, donc cette deuxième étude, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on a lancé l'invitation à tous les centres de pédiatrie sociale du Québec. On leur a proposé de créer des diades enfants intervenants-intervenantes. Il y a 18 CPSC qui ont accepté l'invitation. Donc, on s'est retrouvé avec 18 diades avec des enfants qui ont entre 7 et 12 ans, puis des intervenantes. Finalement, on a eu seulement des femmes. On a fait des rencontres de 2 heures, 2 rencontres de 2 heures, en fait, par sous-groupe, qui étaient composées d'environ 6 diades par sous-groupe. Ça se faisait par Zoom, évidemment, étant donné les conditions socio-sanitaires. On a animé des activités réflexives dans lesquels on a utilisé différents moyens pour soutenir la parole des enfants. Fait qu'autant la parole qu'il y a différents repères visuels qu'on pouvait leur fournir. On a aussi utilisé des émoticônes, je ne sais jamais comment le dire, là, mais bref, des petits pictos qu'ils pouvaient utiliser pour parler, pour dire comment ça allait. On leur avait aussi envoyé des images à manipuler pour qu'ils puissent les utiliser pour pouvoir s'exprimer. Le rôle de l'intervenante aussi était nommé dès le début. Donc, son principal rôle, c'est vraiment de soutenir la réflexion de l'enfant. Puis là, ça peut se faire de différentes manières, par exemple en reformulant certaines choses pour que l'enfant ait bien compris, en proposant des questions de relance pour soutenir sa réflexion, en écrivant dans le chat à sa place si l'enfant ne voulait pas écrire ou ne se sentait pas capable ou peu importe, mais il pouvait demander à son intervenante qu'il écrive la réponse à sa place ou même des fois qu'elle prenne parole pour lui ou elle, surtout au début, quand on est plus gêné, qu'on ne se connaît pas encore si bien que ça, c'était des moyens qui étaient beaucoup utilisés par certains enfants. Donc, ce rôle-là était campé dès le départ, une posture d'accompagnement puis de soutien qui avait été proposée pour que ce soit vraiment la voix et les idées des enfants qui prennent le plus de place, qui soient mis de l'avant. Je vous épargne les détails de tout ça, mais on a fait plusieurs allers-retours pour arriver aux produits finaux. En tout cas, on a utilisé différents moyens là, pour s'assurer que ce qui ressortait finalement du projet, mais c'était vraiment enfant approved. Fait que les enfants étaient vraiment d'accord avec ce qu'on allait partager par la suite. À la fin du travail, donc après qu'on ait fini de travailler sur les recommandations que je vais vous présenter tout de suite après, on a demandé aux enfants d'identifier qui devrait entendre ces recommandations. Donc, voici les publics qu'on devrait rejoindre selon eux. Les intervenants aussi, on a ajouté quelques-uns. Puis là, ils ne sont pas nommés en ordre d'importance. OK? Donc, on y va comme ça. Donc, ceux en qui on a confiance devraient entendre ça. Les éducateurs et éducatrices de l'école, directeurs, directrices d'école, les intervenants, intervenantes, CPSC, DPJ, CLSC, sont venus à dire qu'en fait, tous les intervenants, intervenantes qui travaillent avec des enfants. Et on a mis les foyers de groupe, les enseignants, enseignantes, les hauts dirigeants, hauts gradés, les milieux scolaires, les commissions scolaires, les éducateurs et éducatrices de camp de jour,
les organismes communautaires, les médecins, qui s'est ressorti quand même beaucoup, les parents et les autres enfants qui n'ont pas pu assister à ce genre de démarche-là. Donc, ce n'est pas une mince tâche. Les enfants trouvent qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient entendre ces recommandations-là. Fait que c'est important de garder ça en tête. Ça parle déjà beaucoup de leurs opportunités de participation actuelles. Donc, j'essaie de manipuler 2 ordi à la fois. OK. On a travaillé avec un illustrateur graphiste pour produire tous les outils. On a décidé de s'arrêter sur des icônes qui étaient plutôt abstraits pour représenter chacune des recommandations, notamment pour laisser de l'espace pour peut-être imaginer autre chose dans l'image que ce que la recommandation dit elle-même. Donc, les images plutôt abstraites permettent, encore une fois, dans l'esprit de l'approche participative, de ne pas se confiner à ce qui devrait être. Elle laisse de l'espace à l'enfant et aux intervenants intervenantes pour imaginer différentes stratégies qui peuvent être cohérentes avec leur réalité. Donc, le premier outil qui a été produit, c'est celui-là. Vous avez un extrait du début. En fait, c'est une affichette sur laquelle on retrouve 12 recommandations pour faciliter la participation des enfants. Les enfants en ont nommé en tout 23. On leur a demandé d'en prioriser certaines, ce qu'ils ont fait, puis on est arrivé avec le chiffre 12 au final. Les 11 autres se retrouvent par contre dans un autre document qu'on a appelé le mode d'emploi, puis sont, à notre avis, là, vraiment pertinentes également à consulter. Une autre petite note, les recommandations ont été formulées par des enfants de 7 à 12 ans, mais quand on les lit, quand on s'y attarde, on se rend compte qu'ils pourraient également être valables pour des enfants d'âge plus jeune. Donc, c'est à avoir en tête. Donc, on propose de juste les regarder ensemble, ces 12 recommandations. Donc, la première, l'intervenant, l'intervenante apprend à me connaître avant de commencer à expliquer les choses qui vont moins bien. La deuxième, je connais les intervenants et intervenantes qui sont présents et j'ai confiance en eux. Je suis confortable avec le nombre de personnes présentes. La troisième, on prend le temps de parler de ce que je trouve important. On ne change pas de sujet rapidement. La quatrième, on me regarde et on m'écoute. La cinquième, on me parle doucement, sans me prendre pour un bébé, et ce, peu importe mon âge. La sixième, on m'aide à comprendre en m'expliquant, en utilisant des outils visuels ou autres. La septième, on m'apprend de nouvelles choses et de nouveaux moyens qui peuvent m'aider en m'amusant. Huitième, je peux exprimer comment je me sens et parler librement. La neuvième, j'ai un coin à moi, de mon choix, pour me relaxer et évacuer mes émotions. La dixième, on m'encourage à aller plus loin, à me dépasser et à m'améliorer. La onzième, je peux faire des choix qui me conviennent. Et finalement, la douzième, mes paroles sont prises en considération dans les interventions. Autrement dit, on garde mes idées. Donc, pour accompagner cette affichette, on a voulu créer un mode d'emploi. C'est-à-dire, on a voulu agrémenter les recommandations de pratiques concrètes qui sont évoquées ou inspirées du discours des enfants puis qui permettent de soutenir la mise en place de ces recommandations-là. Donc, pour chaque recommandation, on a indiqué des pistes concrètes puis on a mis un extrait de verbatim des paroles d'enfants. Donc, voici quelques exemples. Évidemment, tous les outils vont être déposés sur la page de l'IUJD, donc vous pourrez avoir accès à tout ça après la présentation. Donc, si on y va avec la troisième ici, on y va avec la recommandation, on prend le temps de parler de ce que je trouve important, on ne change pas rapidement de sujet. Comment on peut faire ça? Exemple, proposer à l'enfant de partager une anecdote, une fierté, un bon coup en début de rencontre. Commencer la rencontre en demandant à l'enfant de quoi il souhaite parler. Ou encore prévoir plus de temps à l'horaire afin de prolonger la rencontre au besoin. Tous ces petits temps informels-là qui démontrent un intérêt, une curiosité à connaître l'enfant, c'est quelque chose de vraiment central là aussi dans ce que les enfants ont rapporté. Puis là, un extrait de verbatim, j'ai confiance quand vous, les intervenantes, me laissez m'exprimer. Vous ne me coupez jamais la parole, vous êtes à l'écoute de nos paroles. Si vous ne comprenez pas, vous attendez toujours que j'aie fini de parler pour poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Un autre exemple. Donc, on me parle doucement sans me prendre pour un bébé, et ça, peu importe mon âge. Comment on peut faire ça? En utilisant les mots que l'enfant comprend,
en utilisant un ton calme, peu importe la situation, en expliquant les mots que l'enfant ne comprend pas, en partageant les idées complexes, en vulgarisant si nécessaire. Donc, il ne faut pas tenir pour acquis que l'enfant ne comprendra pas. Puis ça, c'était quelque chose de vraiment central aussi, dans le sens que les enfants peuvent parfois avoir l'impression qu'on leur cache des choses parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Donc, au contraire, il faut être en train d'être transparent et de pouvoir partager ces choses-là, qui sont évidemment pas nuisibles pour l'enfant, mais sans prendre pour acquis à l'avance que l'enfant ne comprendra pas. Donc, 2 extraits, changer la façon dont on agit, interagir doucement, et on ne me chicane pas si je dis la vérité, même si j'ai fait une erreur. Un autre exemple, je peux faire des choix qui me conviennent. Comment on fait? On considère les intérêts et l'opinion de l'enfant dans les choix. On demande à l'enfant de proposer un choix plutôt que ce soit l'adulte qui le fasse d'emblée. On détaille avec l'enfant les différentes options possibles. C'est, encore une fois, possible de les imager pour que ce soit plus concret, pour que ça donne une image plus évidente de ce qu'on veut dire. Il y a un enfant qui nous dit « on peut faire des compromis », un autre qui dit « il ne faut pas forcer un enfant à aller où il ne veut pas aller ». Et un dernier exemple du mode d'emploi. Donc, avec la recommandation 12, mes paroles sont prises en considération dans les interventions, on garde mes idées. Comment on fait? On donne le choix à l'enfant de la collation qui sera offerte à la prochaine rencontre. C'est quelque chose de tout simple, mais qui peut avoir quand même un impact intéressant, qui démontre de la confiance aussi. Intégrer les idées de l'enfant dans le plan d'action ou le plan d'intervention. Puis, dans le même sens, utiliser les mots de l'enfant dans la formulation des interventions à mettre en place. Donc, plutôt que d'avoir tendance d'utiliser un langage qu'on va dire plus institutionnel, on peut utiliser les mots que l'enfant a prononcés lui-même. Ça fait plein de sens pour lui, puis on comprend nous aussi de notre côté. Demander à l'enfant comment il veut que les rencontres se passent. Est-ce qu'il veut bouger? Est-ce qu'il veut parler d'un sujet en particulier? Est-ce qu'il veut que ça se passe dans la classe, dehors, ou est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis là, il y a un enfant qui nous dit « Je sens que je participe quand on reprend mes idées. » OK. Et puis, finalement, les enfants et les intervenants nous ont mentionné qu'il serait utile de faire un jeu avec les recommandations. Donc, on a trouvé ça super intéressant, mais aussi super challengeant. Nous ne sommes pas des créatrices de jeux, fait qu'on a sorti la créativité qu'on avait pour imaginer un jeu, en fait, qui peut se jouer avec des cartes, puis dont les buts sont, le premier, c'est de réfléchir à l'actualisation des recommandations. Donc, quelles actions concrètes peuvent être mises en place sur le terrain pour soutenir la participation des enfants? Puis, évidemment, un des buts, c'est de passer un bon moment ensemble, qui fait partie des recommandations mises. L'importance de tisser un lien, d'avoir des moments de plaisir informels, tout ça. Donc, le jeu est composé de 12 cartes recommandations et de 18 cartes « Laisse-moi le temps d'y penser ». Cette deuxième catégorie de cartes, en fait, elle a été pensée en raison des commentaires qui ont été faits par les enfants concernant le temps. Puis il y avait entre autres une jeune fille qui nous disait on peut nous poser des questions difficiles si on nous laisse le temps de réfléchir. C'est quand même vraiment intéressant. On a pensé le jeu pour qu'il joue en dyade enfant, intervenant, intervenante, mais évidemment, il y a d'autres façons d'utiliser. On en propose quelques-unes dans le document d'instruction pour le jeu, mais vous pouvez laisser aller votre imagination, votre créativité pour l'utiliser différemment. On pense vraiment qu'il peut avoir plus qu'une utilité. Donc, on a une pile de cartes recommandations, puis une pile de cartes « Laisse-moi le temps d'y penser » qui sont placées face vers le bas. Sur le dessus des cartes recommandations, on retrouve l'icône seule. Donc, il n'y a pas la recommandation qui est inscrite ici. On a proposé dans les instructions une série de questions transversales qui peuvent s'appliquer à toutes les cartes, en fait. Donc, avant de retourner la carte, ce qu'on propose, c'est que l'enfant puis l'intervenant, l'intervenante, ils réfléchissent ensemble aux questions suivantes. Donc, à quoi cette image nous fait penser? Qu'est-ce que cette image veut dire? Qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? Puis, ce serait quoi la recommandation, d'après nous, qui est associée à cette image? OK. Ces questions-là, c'est aussi l'occasion d'ouvrir la discussion de manière non directive. Peut-être que l'enfant abordera quelque chose qui est important pour lui, qu'il n'aurait peut-être pas osé aborder dans le contexte d'une discussion qu'on va dire qui est plus fermée ou plus orientée, plus dirigée, en fait. C'est un prétexte ici aussi pour laisser l'espace à l'enfant
de parler de ce dont il trouve important, de ce dont il a besoin à ce moment-là. OK. L'enfant peut ensuite retourner la carte et lire la recommandation qui est associée à l'icône. En plus des questions spécifiques qui sont inscrites sur chacune des cartes, les questions suivantes aussi peuvent susciter la réflexion. Donc, je ne les passerai pas toutes avec vous, mais vous voyez que c'est des questions qui sont assez larges, assez générales. Exemple, on peut demander à l'enfant, est-ce que tu as déjà vécu ça, cette recommandation-là? C'était comment tu t'es senti? Puis alors, l'intervenant, l'intervenante, la même chose. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette recommandation-là avec vous? Comment vous êtes senti à ce moment-là? OK. OK. Ensuite, on peut réfléchir aux questions spécifiques qui sont sur chacune des cartes. Puis, une fois la réflexion terminée sur une carte, l'enfant ou l'intervenant, l'intervenante inscrit les actions concrètes retenues pour favoriser la participation des enfants. On peut ensuite piger une carte « Laisse-moi le temps d'y penser » sur lesquelles on a proposé différentes petites activités. Puis là, évidemment, l'enfant ou l'intervenant peut proposer d'autres activités qui font plus de sens pour eux. C'est évidemment tout à fait logique et approprié. Donc, des exemples d'activités qu'on a mis ici, on a « Je vois », donc choisis quelque chose que tu vois dans la pièce et fais-le deviner à ton coéquipier, ta coéquipière. Exemple, je vois quelque chose de petit, de rouge, blablabla. Donc, c'est des activités simples qui demandent peu de matériel ou pas de matériel, en fait. Puis là, on en a un autre ici où c'est quelque chose qu'on va être plus dans le mouvement. Donc, on choisit des pauses, puis on respire à travers ces pauses-là. Donc, on enchaîne entre la pige d'une carte recommandation puis la pige d'une carte « Laisse-moi le temps d'y penser » jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte recommandation ou jusqu'à ce que l'enfant soit tanné, évidemment. Il y a plus de cartes « Laisse-moi le temps d'y penser » que de cartes recommandations. Fait qu'il est possible là, de piger plus de cartes « Laisse-moi le temps d'y penser » entre deux recommandations, évidemment, puis de proposer d'autres jeux. Là. Donc, il faut avoir dans cet esprit-là que ça va être ouvert. Puis, on garde toujours cette idée-là du temps qui est important, puis qu'on doit prendre, en fait, pour pouvoir arriver à des discussions qui sont efficaces puis qui permettent réellement à l'enfant de participer. Donc, ensuite, on finit en faisant une synthèse des actions concrètes à mettre en place. Puis, l'enfant et l'intervenante conviennent d'une manière de les intégrer dans leur quotidien. OK. Attention ici de ne pas tomber dans le piège de passer seulement par l'expression de la parole. Même si c'est des questions qui sont écrites, qui supposent une discussion, il est nécessaire de considérer et de proposer d'autres moyens d'expression que la parole aux enfants pour lesquels l'expression seulement verbale ne convient pas. Donc, il faut toujours avoir cette idée-là d'expression multiple en tête. Dans une troisième phase, comme on vient tout juste de lancer les outils, en fait, on voudrait documenter leur mise en œuvre. Par exemple, c'est quoi les différentes manières dont les outils sont utilisés ou peuvent être utilisés, par qui, avec qui, dans quel contexte, tout ça. C'est quoi les effets sur les enfants, les intervenantes qui l'utilisent, les organisations de services. Puis ce serait quoi les modifications à apporter, qu'est-ce qui, du point de vue des enfants, des intervenants, pourrait être amélioré. Et on pense honnêtement qu'il y a des améliorations qui devront être apportées. J'ai en tête un enfant qui nous a dit que le jeu, il le trouvait pas très drôle. Puis je suis quand même assez d'accord avec lui. Donc, on aurait besoin d'avoir des commentaires d'enfants pour pouvoir nous permettre de le rendre plus drôle, plus intéressant, tout ça. Donc, si vous utilisez le jeu ou les autres outils dans votre quotidien avec les enfants, je serais vraiment, vraiment reconnaissante si vous pouviez nous envoyer un petit courriel juste pour nous dire comment ça se passe, l'utilisation des outils de votre côté. Puis, je vous demanderai probablement à ce moment-là si j'ai la permission de vous contacter pour une étude ultérieure. Oh, j'avais mis mon adresse. Donc, voici mon adresse courriel si jamais vous êtes intéressé à nous aider de ce côté. On ne peut évidemment pas terminer sans donner le crédit puis remercier les enfants et les intervenantes qui ont participé à ce projet et qui ont travaillé fort pour produire les recommandations. Donc, voici en un coup d'œil une liste des prénoms des enfants qui souhaitaient voir leur nom apparaître sur les outils puis le nom des CPSC participants. On les remercie évidemment chaleureusement. On vous propose, pour ceux et celles qui voudraient
aller plus loin avec ce qu'on a présenté ici, différentes publications qui ont découlé. Il y en a d'autres qui sont en préparation, évidemment. Il y a premièrement le mémoire de Sarah qui est disponible directement sur Internet. Là. Donc, si vous tapez le titre, vous allez pouvoir le trouver. Vous allez voir tous les détails de la première étude dans son mémoire. On a aussi 2 articles qui s'en viennent, qui devraient paraître dans les prochaines semaines, mois. Puis, on va aussi animer un autre webinaire qui porte plus précisément sur l'utilisation des outils MAP. C'est le 21 mars de midi à 13h. Donc, si vous voulez vous inscrire, j'ai laissé ici l'adresse de Sarah, qui est responsable de tout ça. Puis, je veux aussi faire un petit clin d'œil encore dans cette idée-là de promouvoir l'approche participative avec les enfants à un outil qui s'appelle Je t'écoute, qui est un outil d'analyse participative des besoins de l'enfant qui a été élaboré pour des enfants de 3 à 8 ans. Il a été élaboré, entre autres, par Hélène Duchesneau, qui est psychoéducatrice, puis aussi par l'équipe de l'initiative AIDES. Donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant et super pertinent pour permettre aux enfants de participer à l'analyse de leur situation. Il y a des projets de recherche d'ailleurs en cours auxquels on participe là, sur cet outil-là. Si vous tapez « Je t'écoute » écrit de cette manière-là sur le furteur de votre choix, vous allez trouver des choses à ce sujet. Oups. Comme ça. OK. Alors, j'y arrive. Donc, on voulait terminer avec certaines leçons qu'on peut tirer de ces projets-là qu'on a fait avec les enfants, des choses qu'on a appris en travaillant avec les enfants. Un premier point, c'est qu'il y a un lien étroit qui unit la participation des enfants puis la relation avec l'adulte. L'importance de l'amour qui était évoqué par les enfants qui disent, entre autres, qu'ils doivent se sentir aimés, nous a particulièrement touchés. Pourtant, quand on aborde la question de l'amour dans les organisations de services, on peut ressentir une espèce de malaise. Peut-être qu'on nous a beaucoup parlé de distance professionnelle dans nos formations et très peu d'amour. C'est une question qu'on se pose. Il y a Carl Lacharité qui mentionne d'ailleurs que les intervenants et intervenantes n'ont pas nécessairement d'outils conceptuels pour pouvoir donner un sens à une expression comme l'amour des familles, l'amour des enfants. Ça pose beaucoup de questions au niveau de la distance puis de la proximité relationnelle, professionnelle qu'on peut se donner en fait en intervention. Dans cette idée-là de la relation aussi préalable à la participation, l'importance de créer un safe space, un espace sécurisé où l'enfant doit se sentir à l'aise, en confiance. Il mentionnait beaucoup les enfants aussi qu'il faut qu'ils sentent qu'ils sont bons, qu'ils sont en sécurité. Donc, il faut porter une attention particulière à l'environnement dans lequel va s'inscrire cette relation et ces interventions-là. Oui. La deuxième leçon qu'on a tirée, c'est certainement que la manière dont sont actuellement pensés les services doit être revue finalement pour mieux correspondre aux besoins des enfants puis aux éléments qu'ils nous ont partagés. Donc, c'est sur l'utilisation de méthodes créatives, d'avoir une certaine flexibilité dans l'intervention, d'avoir accès à des lieux physiques aussi qui sont confortables, familiers, accueillants, faire aussi de faire grandir un peu le plaisir aussi dans l'intervention, une chose que des fois on perd aussi quand on sent qu'on est plus bousculé à travers le temps. Donc, de vraiment cultiver en fait la place de l'informel aussi à travers toutes les interventions qu'on peut faire auprès des enfants. Puis d'ailleurs, concernant les lieux physiques, je terminerai un petit peu en parlant du fait qu'on avait partagé une photo là, de bureau qu'on pourrait dire classique, d'intervenante technicienne en éducation spécialisée, par exemple. Là. Puis une enfant a mentionné elle dit en fait, moi, je me sens genre comme une prisonnière. Puis de la manière que c'est montré, on dirait une caméra de surveillance. Genre comme en dépression, en prison, quand t'es une détenue puis tout. Donc, on peut comprendre que pour certains, un tel environnement est associé au fait d'être rencontré concernant une faute commise aussi. Hein? Donc, tu as 2 fenêtres, tu as une fenêtre, 2 lumières, puis la TES qui est assise et qui te dit les bras croisés, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est un peu ça l'image qu'ils ont partagé. Donc, c'est sûr que j'en parle un peu en riant, mais c'est parce que ça démontre à quel point pour eux, c'est comme évident que c'est quelque chose à changer, puis qu'en ce moment,
c'est pas nécessairement dans les actions aussi qui sont à privilégier, là, qui sont mises en place. Donc, c'est sûr que c'est comme si les priorités, on n'a pas les mêmes que les enfants, puis c'est là un peu qu'il faut revoir quand on intervient auprès d'eux, comment on peut coller un peu ces réalités-là ensemble, puis aller à la rencontre de ce que les enfants souhaitent. Donc voilà, merci d'avoir assisté à cette présentation, puis on espère que ça a allumé certaines choses et qu'il y aura certaines résonances.